Voilà, bonjour à tous. Merci d'être ici pour cette soirée. Je suppose que la plupart d'entre vous ont vu l'exposition juste avant la conférence. Donc, cette conférence est organisée dans le cadre d'une exposition consacrée à Michele De Lucchi, qui est un des derniers grands designers italiens. Et on s'est dit que c'était l'occasion peut-être d'avoir plus grande transversalité et de parler de l'Italie et surtout de ceux qui ont contribué à finalement la bataille du charbon, mais pas que. Donc on a le plaisir d'accueillir ce soir Anne Morelli, qui est docteur, qui était professeur à l'ULB et spécialisée dans l'histoire des religions et des minorités. Et ce soir, elle va nous parler des Italiens en Belgique, mais surtout pour déconstruire un peu les stéréotypes et les clichés qu'on peut avoir. Voilà, je ne vais pas traîner, je pense que je vais lui céder la parole. Je vous demanderai peut-être de couper vos GSM, n'oubliez pas, c'est important. Et vous dire aussi que dans la continuité de cette exposition, on vous a mis sur les chaises des petits livrets avec des activités toujours sur le thème soit de l'Italie ou du design italien ou autre. Et la prochaine activité plus importante, c'est le 11 juin avec un atelier de lecture participative. Donc les livres sont toujours choisis en fonction des thématiques de l'exposition. Et ici, ce sera les villes invisibles d'Italo Calvino qui seront mises à l'honneur. Ces villes seront mises à l'honneur. Donc c'est le dimanche 11 juin. Donc voilà, on espère vous voir très nombreux. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et après la conférence, il y aura une séance de questions si vous en avez. Et puis il y aura le petit verre de l'amitié pour continuer la discussion. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, merci de votre invitation. J'espère ne pas me casser l'autre jambe avec les fils. Et c'est avec un grand plaisir que je viens ici pour parler un peu de la présence des Italiens en Belgique, mais essayer de la voir peut-être d'une manière un peu plus critique que ce qu'on entend d'habitude. Alors, on entend parler des Italiens en Belgique tous les 10 ans. Quand en 1996, on a fêté, paraît-il, on reviendra sur ce mot, les 50 ans de l'immigration en Belgique, on reviendra sur ça aussi. Et puis, 10 ans après, ça a été les 60 ans, les 70 ans, et je pense que d'ici 3 ans, nous aurons droit aux 80 ans de l'immigration italienne en Belgique. On appelle ça un marronnier en journalisme, c'est-à-dire un sujet qu'on reprend régulièrement et dont on sait que ça va avoir un certain succès. Alors, la première chose donc à se dire, c'est est-ce que les Italiens sont arrivés en 1946 ? Certains, et on pourra développer la question, mais il y avait déjà des Italiens en Belgique, et notamment déjà au XIXe siècle. Alors, ce n'étaient pas les mêmes, ce n'étaient pas les mêmes métiers, ce n'étaient peut-être pas les mêmes endroits, mais il y en avait. Et il y en a pas mal qui étaient, par exemple, des musiciens de rue, qui avaient un orgue de barbarie, un petit sage qui chantait, etc. Un peu, pour ceux qui sont de cette génération, Rémi, l'histoire de Rémi qui passait en épisode à la télévision. Rémi, c'est vraiment le type même de ces enfants dont on a des témoignages de police qui ramassent des gamins dans la rue, qui ne rentrent pas chez leur patron parce qu'ils devaient vendre 10 statuettes, par exemple, sur leur journée, qu'ils ne les ont pas vendues et qu'ils ont peur, etc. C'est une situation très courante, mais qui est naturellement sortie de nos mémoires. Alors, là, c'est une peinture, mais il y a des documents photos de cette époque, avec à droite cette dame et ses enfants qui chantent dans la rue, et à gauche
un des premiers métiers où les Italiens vont arriver en Belgique assez nombreux, le marchand de crème glacée. Mais pas seulement, il y aura aussi des artisans qui arrivent au XIXe siècle et qui ont comme métier de faire par exemple des stucs. Les beaux plafonds des belles maisons avaient des rosaces et des choses comme ça. Il y avait des Italiens stuccateurs, mosaïstes, miroitiers. Et ceux-là, en général, on les a complètement oubliés, ne parlant que de ceux de 1946. Alors, la première trace que j'ai trouvée d'une présence italienne assez nombreuse et ouvrière, c'est en fait dans la province de Luxembourg. Ah ben oui, on construit un chemin de fer, c'est la modernité du XIXe siècle, on construit un chemin de fer qui traverse la province de Namur et du Luxembourg, et pour ça, il faut creuser et il faut mettre des voies. Et en fait, curieusement, on va faire venir des Italiens pour faire ça. Alors, vous aurez vite compris, si vous avez l'esprit entrepreneurial, que ce n'est pas parce que les Italiens mettent mieux des voies que les gens du cru. Ce n'est pas parce qu'ils creusent différemment des Luxembourgeois ou des Namurois, mais c'est évidemment parce que c'est moins cher. Madame, elle a un esprit d'entrepreneur, on voit ça tout de suite. Et donc, ceci, c'est par exemple une photo à Saint-Médard en 1908 avec un groupe d'ouvriers italiens devant ce qu'on appelle la chapelle qu'ils auraient construite, et ils sont là en compagnie du curé local, mais tout ne se passe pas toujours bien, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ces premières traces sont parfois des traces de conflits. Alors, on sait peu, on a oublié, on y reviendra aussi, qu'entre les deux guerres, il y a 30 000 Italiens en Belgique. Et qu'entre les deux guerres, il y a des écoles italiennes en Belgique. Il y en a une à Mons, il y en a une à Charleroi, il y en a une à Liège, il y en a à Bruxelles, il y en a dans le Limbourg. Et ça aussi, c'est un peu le passé oublié. Et on oublie aussi qu'il n'y a pas que dans les régions charbonnières, bien sûr, il y a plus d'Italiens qui se sont fixés ici, mais pas seulement dans la région qui est la vôtre, mais aussi, et on essaiera de comprendre pourquoi, le Limbourg, c'est aussi une région minière, mais par exemple, cette curieuse tache Tubize, Rebec, on verra qu'en Brabant wallon, il y a aussi un groupe important d'Italiens, et en outre dans la région bruxelloise aussi, et que donc ce n'est pas seulement l'immigration minière qui a créé les noyaux d'Italiens. Alors cet accord belgo-italien de 1946, on le résume souvent d'une manière un peu caricaturale en disant c'était des hommes contre du charbon. Ce n'est pas tout à fait juste, on va aussi essayer de réfléchir de manière critique sur cet accord, mais il est évident, et Madame l'aura compris tout de suite, que si on les fait venir en 1946, ce n'est pas parce qu'ils creusent mieux le charbon que les autres, mais parce qu'on n'a pas trouvé des ouvriers locaux qui veuillent le faire à ces conditions-là. Ça, c'est ce qu'on oublie toujours de dire quand on parle de cet accord. Et en fait, où et comment et pourquoi on va trouver beaucoup de main-d'œuvre? Eh bien, parce que l'Italie est dans une situation qu'on va revoir aussi, mais qui est une situation non seulement de misère, mais de grande instabilité politique. Et ça, certains comme moi, qui ont 125 ans comme moi, ont sans doute des souvenirs de cela. Mais il y a tous les hommes sur la place du village et ils attendent qu'on vienne leur proposer du travail. Et c'est en général l'envoyé du patron de la campagne qui dit toi, qui désigne ceux qui pourront travailler, mais tout le monde
n'aura pas la chance d'être recruté ce jour-là. La fiche rose que nous connaissons, une affiche qui a été placardée dans toute l'Italie à partir de 1946, une affiche qui donne les salaires journaliers en Belgique, mais en commençant par les salaires les plus hauts. Si vous travaillez depuis 12 ans, vous allez gagner cela, qui précise les allocations familiales, le logement. Un logement convenable est prévu pour tout le monde, pas loin de son lieu de travail. On verra aussi de quoi il s'agit, bien sûr. Et puis, cet accueil, avec ces petits livres, Benvenuti nel Belgio, qu'on distribue gratuitement dans un certain nombre de centres, et notamment à Milan, et qui sont là pour faire venir la main-d'œuvre. Une main-d'œuvre qui, contrairement à ce que disait la fiche rose, est bien sûr un logement pas loin du lieu de travail, mais un logement qui, en général, a été d'abord attribué à des prisonniers russes, des prisonniers polonais, et puis à des prisonniers allemands quand la guerre se termine et qu'on va échanger contre des locataires, je dirais, qui sont les Italiens. Alors, avec différents styles, je dirais, puisqu'il y a en bois, en tôle ondulée, avec l'intérieur très coquettement garni, comme vous pouvez le voir, avec des... Il y a un problème? Ah bon. Oh, ben ça va. Avec ces conditions de chaleur et de froid, parce qu'en hiver, c'est extrêmement froid, en été, c'est extrêmement chaud. Et la catastrophe sur laquelle nous allons revenir aussi... ah oui, merci, c'est une bonne idée. Alors, oui, il y a des gens qui refusent l'accord de 1946, prévoit que les travailleurs signent un accord de 5 années renouvelable. Et à la suite de ces 5 années, ils vont pouvoir entrer dans d'autres industries, dans d'autres secteurs. Mais il y en a qui, le premier jour, quand ils voient ce qu'on attend d'eux, disent « Non, non, merci, je préfère retourner auprès de mes moutons dans ma montagne, au moins j'ai le bon air. » Comment? Mais vous avez signé un contrat de 5 années renouvelable qui prévoit que si vous rompez le contrat, vous êtes arrêté, vous êtes envoyé dans la prison du chef-lieu de province, et puis vous serez réunis, tous les rebelles, tous ceux qui n'ont pas voulu redescendre, vous serez réunis dans un lieu à Bruxelles qui a toujours eu une vocation étrange et qui est le Petit Château. Et là, on attend d'avoir un convoi complet pour les renvoyer en Italie. Alors, nous reviendrons aussi probablement sur la catastrophe de Marcinelle, parce que bien sûr, là aussi, c'est un marronnier où chaque année, on nous dit « Ah ben voilà, maintenant, c'est le triste anniversaire de la catastrophe de Marcinelle ». Mais on va voir que ce n'est peut-être pas une catastrophe dans le sens où il y a des éruptions volcaniques, il y a des tremblements de terre, et puis il y a la catastrophe de Marcinelle. Non, c'est une catastrophe qui était certainement prévisible, qui a certainement des causes, qui sont à trouver dans le manque de formation des travailleurs et dans le manque de sécurité qui leur était assuré. Alors si vous voyez, parce qu'on ne reviendra peut-être pas sur la même illustration, il y a bien sûr des puits, il y a des galeries, et l'accident s'est produit dans une galerie où un ouvrier qui n'avait pas les codes, je dirais, nécessaires pour bien manier son chariot, a lancé un chariot
dans un puits, croyant que l'ascenseur était là, et en fait, il l'a lancé dans le vide, il a cogné une conduite électrique qui a mis le feu à une conduite de gaz qui était parallèle, et ça a fait un incendie avec presque 300 morts, dont une majorité d'Italiens. Alors, cette catastrophe, oui, on a beaucoup pleuré, on a moins réfléchi sur les conditions de travail, sur les responsabilités. En fait, personne n'a été condamné à Marcinelle. Ceci, quelque chose à quoi nous pouvons réfléchir aussi, c'est un contrat de travail. Un contrat de travail bilingue. Un contrat de travail pour une femme, et c'est un contrat de travail en français et en italien. Donc c'est évident qu'il y a un certain nombre de femmes qui vont se mettre au travail. Là, c'est pour du travail domestique, mais il y aura aussi un certain nombre de femmes qui vont se mettre au travail, et on parle très peu et rarement d'elles. Alors, je voudrais passer maintenant, ça c'est disons la vision classique. Monsieur, peut-être vous pouvez m'aider? Si on peut regarder la vision plus critique que je voulais voir. Donc c'est nouvelle recherche. Recherche nouvelle. Ça, c'était, je dirais, le petit apéritif pour vous rappeler ce qu'on voit d'habitude et ce qu'on lit d'habitude. Et quelle est la différence avec ce que nous avons ces temps-ci cherché, trouvé à travers archives, etc. Eh bien, il y a beaucoup de changements, je dirais, dans la vision qu'on peut avoir de ces événements. Alors, est-ce que 1946 marque l'arrivée des Italiens? Je viens de vous montrer quelques illustrations du XIXe siècle, et il y a aussi des présences italiennes importantes dans l'entre-deux-guerres. Alors on peut dire, ah ben oui, c'était 30 000 et il y avait des écoles ici et là. Oui, mais quelles écoles? Alors, voyons ce cahier d'écolier. C'est un cahier d'écolier de l'école fasciste italienne, évidemment. C'est le moment où, pour rehausser, je dirais, la sympathie envers le régime, les fascistes italiens ont organisé des écoles. Mais comme le disait un prêtre que j'avais interviewé qui avait été dans cette école, on apprenait à calculer, mais on buvait surtout le fascisme comme du petit lait. Et donc, même les cahiers, ce sont des cahiers avec les héros de l'armée. Moi, dans mon enfance, il y avait à l'arrière les tables de multiplication. Eh bien là, non, ce ne sont pas les tables de multiplication, mais ce sont les héros de l'armée italienne. Et puis, les cours, c'était surtout l'histoire d'Italie, la géographie d'Italie, l'idée du Mare Nostro, c'est-à-dire que la Méditerranée, c'est à nous. Et d'ailleurs, on est en Libye, on demande une partie de la Tunisie, etc. C'est le Mare Nostro. On doit retourner à l'époque des Latins, des Romains. Et puis, il y avait aussi une importante partie de la géographie qui était consacrée à nos explorateurs. Alors, vous savez bien que Christophe Colomb est italien, que Amerigo Vespucci est italien, etc. Donc, tout le mérite venait dans la civilisation, tout le mérite venait de l'Italie. Et puis, il y avait aussi une partie dans ces livres sur les grands saints, qui sont tous italiens, bien sûr, Saint François, etc. Donc c'est un enseignement extrêmement nationaliste et qui ne permettait guère aux enfants qui en sortaient de s'intégrer dans la société belge.
Alors, c'est un de mes étudiants, récemment, en 2021, qui a fait un mémoire sur l'organisation du sport dans nos régions pour la jeunesse italienne à l'époque de l'entre-deux-guerres. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, un des journaux qui était distribué à l'époque, le Légionnaire, disait « Nos délégués feront entrer le sport dans le domaine des activités politiques ». Donc, on organise des sports pour les jeunes en les attirant, évidemment, aux structures qui sont organisées par le régime. Il y a Liège, Bruxelles, Charleroi, Genk, on attire des jeunes à ces sports, des sports qui sont parfois assez prestigieux. Bien sûr, il y a des équipes de football, mais par exemple, dans l'entre-deux-guerres, avoir une bicyclette, c'était quelque chose de cher, c'était quelque chose de rare. Eh bien, il y avait au Fascio de Bruxelles 15 bicyclettes à disposition des jeunes qui voulaient faire une excursion, etc. Mais non seulement, mais ils pouvaient faire de l'escrime. Alors, ça s'adressait à des jeunes qui étaient très majoritairement pauvres, mais qui pouvaient faire de l'escrime, ou bien encore du vol à voile avec des petits avions. Donc, ça avait du succès. Et la question qu'on s'est posée, je vous lis là dans l'Italie nouvelle, avec le fascisme, même la jeunesse italienne à l'étranger peut finalement se développer sainement le corps et l'esprit. Escrime, football, vol à voile, cyclisme, etc. se confondent et attirent de plus en plus de jeunes qui veulent apprécier les réalisations fascistes. Donc c'est une manière, à travers la propagande, d'attirer ces jeunes. Et la question que mon étudiant a posée dans son mémoire, c'est est-ce que les jeunes gens qui pratiquaient ce sport, est-ce qu'ils le pratiquaient par adhésion au fascisme ou simplement par adhésion au sport? Bien entendu, on n'a pas la réponse. Mais voilà quelque chose de nouveau qu'on avait tout à fait oublié, que dans toutes les régions où il y avait eu un certain nombre d'Italiens, cette propagande s'était développée. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Belgique a appelé des Italiens car elle manquait de main-d'œuvre? Eh bien, ça, c'est ce qu'on entend tout le temps quand on fait les commémorations de 2006, 2016, etc. Ah oui, la Belgique a fait appel aux Italiens parce qu'elle manquait de main-d'œuvre. C'est faux. C'est faux. Il y a absolument le contraire qui est vrai. Il y a des moments où il y a un fort chômage des Belges et on appelle des Italiens. Ça, c'est curieux quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle en des forts moments de chômage? Parce qu'en fait, on manque de main-d'œuvre qui accepte de travailler aux conditions qui sont fixées. Ça, c'est la grande différence. Ce n'est pas qu'on manque de main-d'œuvre dans l'absolu, mais aux conditions de salaire, aux conditions de sécurité, aux conditions d'hygiène qu'on propose, les gens qui sont ici, qu'ils soient belges ou qu'ils soient d'origine autre, ils refusent ça. Et pendant la guerre, il faut dire que pour les patrons charbonniers, la situation était magnifique. Il y avait là, pendant la guerre, une main-d'œuvre pas chère, gratuite, qui ne demandait rien. Alors, madame qui a un bon... Alors, qui est-ce qu'on a pu utiliser à ce moment-là, pendant la guerre? Les prisonniers. Les prisonniers polonais d'abord, puis russes, puis allemands. 20 000 Allemands qu'on emploie dans nos mines gratuitement. Évidemment, c'est le rêve de tout employeur, une main-d'œuvre. Il faut les nourrir, oui, parce que sinon, le lendemain, ils ne viennent pas travailler. Mais on fait les bâtiments que nous avons vus tout à l'heure. Ils ne sont pas nés spontanément en 1946, ils étaient déjà là, et notamment pendant la guerre pour utiliser les prisonniers. Alors, on a utilisé les prisonniers allemands en 1944, en 1945, on les utilise encore en 1946, mais on est
défaut par rapport à toutes les législations internationales. Quand une guerre est finie, qu'est-ce qu'on doit faire avec les prisonniers? On doit normalement les renvoyer chez eux. Et les prisonniers allemands, on ne les renvoie pas parce qu'on n'a personne qui veut bien faire ce travail à ces conditions-là. Et donc, il va y avoir toute une politique qui va être lancée pour essayer de ramener des travailleurs dans les mines. Première chose, on va essayer la carotte, c'est-à-dire les attirer. Il va y avoir le statut du mineur. Le statut du mineur permet aux mineurs de ne pas faire leur service militaire s'ils sont jeunes. C'est pas mal comme service militaire d'être dans le fond. Celui qui devient mineur a une pension anticipée après 30 ans, je pense, de travail à l'époque. Oui, mais il faut y arriver. Tout le monde n'arrivera pas. Celui qui s'engage comme mineur va obtenir des bons de ravitaillement spéciaux. Il va obtenir même des bons pour aller à la mer, prendre le bon air. Il en a bien besoin pour ses poumons. Et donc, ça n'attire pas les Belges et les gens qui vivent déjà ici. Ça ne les attire pas. Alors, on va essayer autre chose. On va essayer, après la carotte, le bâton. On va dire, n'importe qui a travaillé dans la mine, ne fût-ce qu'un jour, est convoqué pour recommencer ce travail. Et s'il ne travaille pas, s'il refuse, eh bien, il sera considéré comme un militaire qui ne veut pas combattre parce que nous sommes dans la bataille du charbon. Madame en a parlé tout à l'heure. La guerre est finie, mais nous devons gagner la bataille de l'énergie. À l'époque, il faut dire, le charbon, c'est tout, parce que c'est le chauffage domestique, mais c'est aussi le chauffage, c'est aussi le carburant qui est employé dans les trains, mais c'est aussi ce qui est employé dans les centrales électriques, et c'est ce qui est employé dans les usines. Donc, on a un besoin absolu de charbon, et voilà que les gens ne sont pas intéressés à venir faire le mineur, même s'ils ont des bons de lait et pour aller à la mer prendre le bon air. Et donc, on dit, tout le monde doit revenir s'il a travaillé, ne fût-ce qu'un jour. Eh bien, ça ne marche pas. On prévoit des peines importantes, la mise en prison, parce que vous êtes un déserteur de la bataille du charbon. Eh bien, les gens de chez nous, ça ne les intéresse pas. Tout compte fait, ils se disent, mieux vaut être à la prison de Mons que dans le fond. J'abîmerai moins mes poumons dans la prison de Mons que dans le fond. Et donc, ça ne marche pas. Alors, on a encore essayé une chose, c'était la propagande. J'ai trouvé dans les archives de Van Acker, qui était le ministre à la fois de l'énergie et le Premier ministre, des petits films qu'on envoyait dans les classes du 4e degré. Pour ceux qui connaissent le système, il y avait la classe de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et puis, pour aller jusqu'à 14 ans, il y avait le 4e degré. Et là, on projette dans les écoles de garçons un petit film qui s'appelle « Mineur, quel beau métier ». Alors, il y a un certain nombre de gamins innocents qui rentrent à la maison en disant « Maman, je veux faire mineur ». Et on a des traces absolues de la résistance des mères, des femmes, qui ont beaucoup moins d'enfants qu'autrefois et qui disent « Ah non, moi, mon gamin, il n'ira pas à la mine. Tu feras tout ce que tu veux, mais tu n'iras pas. Tu devras passer sur mon corps par terre pour y aller. Moi, je ne veux pas que mon gamin y soit mineur. » Donc, on a essayé la carotte, le bâton, la propagande. Rien n'a marché. Et donc, on se résout à une autre solution. On pourrait, bien sûr, augmenter les salaires. On pourrait, bien sûr, augmenter les mesures de sécurité et d'hygiène. Et ça, on ne va pas le faire. Ce qu'on va prendre comme solution, c'est de faire venir des gens qui sont dans une situation tellement difficile qu'ils vont accepter ce que les gens d'ici n'acceptent pas. Et donc, ces bâtiments
ce sont les bâtiments qui étaient prévus par les Allemands pour leurs prisonniers. Et au fur et à mesure qu'on a fait sortir les prisonniers allemands, on a fait entrer ces mineurs. Alors, quelque chose de curieux que j'ai déjà entendu, enfin, vous pouvez lire ça dans tous les journaux chaque fois qu'on fête l'immigration italienne, et ce mot « fête » me semble un peu mal à propos, on dit, eh bien, ils sont venus pour construire l'Union européenne. Alors là, moi je tombe des nues, je crois qu'il n'y a pas un seul mineur qui est jamais venu en disant je vais créer l'unité européenne, hein, mais c'est un mythe qu'on a diffusé aujourd'hui, qui n'est sans aucun rapport. Et pourquoi est-ce qu'ils sont venus alors? Mais pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Parce que la situation en Italie était désespérée. Alors, dans le... là, naturellement, on pense tout de suite aux causes économiques. Hein? Il y a de la misère, les jeunes sont revenus des camps de prisonniers, ils sont revenus du front, ils demandent du travail, et il n'y a pas de travail, il y a une misère terrible, et il va y avoir, à partir de 1945, une forte agitation politique en Italie. Donc, il y a par exemple dans les campagnes des mouvements pour occuper les terres. Il y a des terres qui ne sont pas cultivées et il y a des jeunes qui disent eh ben, on va les cultiver nous-mêmes. Il y en a qui font, on dit, la greffe à l'envers, c'est-à-dire qu'ils font du travail sans qu'on leur ait demandé pour prouver qu'il est possible de faire quelque chose de ces terres inoccupées, par exemple. Et donc, il y a des revendications sociales très violentes dans l'immédiat après-guerre. Là, c'est un autre de mes étudiants, vous voyez, je vis sur leurs recherches, c'est un autre de mes étudiants qui a montré dans son mémoire et puis dans un article qu'en fait, ces violences politiques contre ceux qui avaient protesté, elles vont être une des causes de l'émigration aussi. Parce qu'il y a des gens pour qui ce ne sera plus possible de vivre dans leur village. On a vu tout à l'heure le bonhomme qui attendait du travail. Eh bien, évidemment, s'il a participé aux occupations de terre, l'envoyé du propriétaire dit « Toi, t'as qu'à aller demander du travail à Staline, hein. Toi, oui, parce qu'il est considéré comme communiste, etc. » Et donc, cela, la vie leur est impossible. Nous avons enregistré des témoignages de gens qui racontaient qu'ils avaient été véritablement poursuivis par la haine des propriétaires. Et là, on a mis comme illustration des envoyés du patron rural qui menacent avec des armes les manifestants et qui vont tuer d'ailleurs à cette occasion une dame qui était enceinte. Et là, sur la place de Lecce, dans les Pouilles, 3 morts, Nicola Fatano, Schita et Zingarelli, sont morts le 25 septembre 1945, alors qu'ils demandaient du pain et du travail. Et donc, un certain nombre des gens qui sont partis, c'est un mélange de misère et d'oppression politique. Parce qu'on quitte un pays, parce qu'on en a marre de ce pays, parce qu'on ne voit pas d'avenir dans ce pays. Et évidemment, ceux qui étaient dans ces circonstances-là sont les premiers à partir lorsqu'ils voient l'affiche rose placardée dans leur village. Ils disent, bon, ben ça c'est un espoir, on va peut-être reconstruire quelque chose d'autre. Alors, cet étudiant a pris l'exemple de Marcinelle, des morts de Marcinelle. On parle toujours d'un village, Manopello.
tout le monde dit « Ah, c'est triste, dans les morts de Marcinelle, il y a 23, je crois, garçons qui venaient du même village de Manopello. Elio Di Rupo est allé dans ce village, il y a eu des jumelages, etc. » Eh bien, pourquoi? Ben parce que, en fait, ce n'est pas une zone tout à fait rurale d'où ils viennent des Abruzzes, mais ils viennent des Abruzzes dans une région où il y avait une mine d'asphalte. Et dans cette mine d'asphalte, il y a eu déjà, à l'époque, vous voyez, c'est pas nouveau, des restructurations, comme on dit. Et eux, ils sont parmi les plus actifs dans la bataille syndicale. Et évidemment, ils sont parmi les premiers qu'on met dehors. Et donc, ce sont ces garçons-là qui ont été à l'origine de cette bataille syndicale à Manopello, qui sont sur une liste noire, évidemment. Il n'y a personne qui veut embaucher quelqu'un qui a été un leader syndical, parce qu'il se dit qu'il va tout de suite être revendicateur dans son entreprise. Et donc, ces garçons-là, qui sont sur une liste noire, n'ont plus aucun travail, aucune possibilité, et lorsqu'ils voient la possibilité de venir en Belgique, ils s'engagent massivement à ce qui a été le cas de ces jeunes gens de Manopello. Là, Vico del Gargano dans les Pouilles, été 46, Nicole supplie le curé de lui donner un peu de farine pour sa famille. Le curé, après avoir exposé tout ce qui provenait des aides américaines, lui dit clairement qu'il allait recevoir de tout cela si son père détruisait sa carte de membre du Parti communiste. Et Nicole part émigrer en Belgique. Alors, est-ce que cet accord ne permettait que le travail dans les charbonnages ? C'est ce qui nous est resté évidemment de plus frappant, mais vous avez vu tout à l'heure sur la carte que dans le Brabant wallon, par exemple, il y avait une forte concentration d'Italiens. Alors qu'est-ce qu'ils font dans le Brabant wallon? Eh bien, il y a des cave di pietre, des carrières, et profitant de l'accord pour le charbon, il y a toute une série d'entreprises qui ont dit « mais moi aussi je veux de la main-d'œuvre à bon marché, moi aussi ça m'intéresse ». Et notamment dans les carrières où on va chercher à Carrare des gens qui sont très spécialisés dans le marbre, dans la pierre, et qui vont être d'excellents travailleurs et qui vont faire un travail que plus personne ici ne voulait faire parce que c'est un travail extrêmement dangereux. Et donc, dans les... Ah, non. Oui, ça je vous ai dit, si vous ne continuez pas à travailler dans la mine alors que vous avez un permis qui est un permis B, un permis qui ne permet que de travailler dans la mine, eh bien, il y a des arrestations très nombreuses. Hein. Il y avait des policiers qui faisaient du contrôle au faciès. Alors aujourd'hui, ça nous semble drôle, on se dit comment est-ce qu'ils reconnaissaient les Italiens, mais ils se promènent dans la rue, et si vous regardez des journaux populaires des années 46, 48, eh bien vous voyez arrestation d'Italiens en rupture de contrat. C'est un délit puisqu'ils se sont engagés à travailler dans la mine, et ils sont envoyés effectivement à la prison de Mons ici, et puis ils sont concentrés à Bruxelles au Petit Château. Ils espéraient, pour certains, pouvoir se faire embaucher dans un autre domaine ou vendre quelque chose, de la crème glacée ou que sais-je, mais c'est interdit. Mais voilà une autre, plus jeune que moi, qui travaille sur les Italiens dans la céramique, par exemple. Elle travaille sur une usine de céramique dans l'est de la Belgique qui a embauché des centaines d'Italiens au moment de 1946, profitant de l'ouverture qui était faite pour les mines. Eux, ils ont dit, nous aussi, on a besoin de main-d'œuvre, Sauerkenrad, je crois. Alors, un autre stéréotype, selon moi, c'est qu'il y a une communauté d'Italiens. On dit la communauté italienne.
Bien, c'est vrai qu'il y a des destins souvent parallèles, semblables, mais remettons-nous un peu, pour ceux qui sont d'un certain âge, remettons-nous un peu en arrière dans les années 50, 60, 70. Est-ce que tous les Italiens lisaient le même journal? Est-ce que tous les Italiens faisaient la même chose le dimanche? Est-ce que tous les Italiens votaient la même chose quand ils ont pu voter? Ben non, évidemment. Il y a une différence énorme selon les options politiques et religieuses. Comme dans l'entre-deux-guerres, il y avait des fascistes et des antifascistes, et il y avait ceux qui allaient aux activités du consulat et il y avait ceux qui ne voulaient absolument pas y aller, eh bien, pendant la guerre froide, il va y avoir la même césure entre le monde catholique et le monde communiste qui est très important dans l'immigration. Et donc, on n'est pas le même journal. Il y avait un journal Sole d'Italia du côté catholique, ça faisait partie de l'accord de 1946. L'accord de 1946, c'est qu'il y aura un journal catholique pour les Italiens. Et le directeur du Sole d'Italia, interviewé par une de mes étudiantes, lui a dit « Je suis très fière parce que quand je suis arrivée ici, il y avait 2 journaux italiens et j'ai réussi en moins d'1 an à faire expulser tous ces gens et il n'y a plus que notre journal qui existe. » Bon, mais c'était, je dirais, avec l'appui, évidemment, des charbonnages, etc. Donc, on lit un autre journal. Mais certains vont à la mission et les autres ne vont pas à la mission. Dans chaque village où il y avait un certain nombre d'Italiens, il y avait la Missione Cattolica Italiana, le missionnaire. Alors, on pourrait se dire, oui, mais s'ils sont catholiques, ils peuvent aller à l'église belge. Ah non, c'est à part. On fera la communion à part. Il y aura un culte séparé, etc. Et les communistes, pour la plupart, n'y vont pas. D'autre part, il y a des locaux qui sont différents. On sait tout de suite, quand on est de l'ambiance, on sait tout de suite que le café un tel, c'est de telle tendance et que le café un tel, c'est de l'autre. Éventuellement, il y a 2 équipes de football, une de la mission et une des autres. Alors, à Liège, à Sorin, ce sera la Leonardo da Vinci, par exemple, qui a une équipe de football qui rencontre l'équipe de football de la mission. Mais c'est 2 mondes séparés. Et donc, quand on dit une communauté, ben non, il y avait une forte césure entre les 2 groupes. Et aujourd'hui, ça peut sembler drôle, mais les communistes étaient très bien implantés dans l'immigration italienne. En 1984, lorsqu'on peut voir pour qui les Italiens ont voté, eh bien en 1984, le premier parti dans l'immigration italienne en Belgique, c'est le Parti communiste avec 43,8%. Et encore, ça c'est le Parti communiste qui s'appelle PCI, mais il y avait des autres petits partis communistes en plus pour lesquels les gens ont peut-être voté. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on ne parle jamais. On dit les Italiens, ben, c'est comme les Belges ou comme les Français. Il y en a qui sont pour Macron, il y en a qui vont dans la rue. Et pour les Italiens, c'était exactement la même chose. Et donc, c'est une erreur grossière, je dirais, de voir une communauté italienne réunis. Alors, regarde si je ne vous ai... Oui, j'ai oublié de vous dire un certain nombre de sidérurgies qui ont profité de l'accord pour faire venir des ouvriers italiens, etc. Alors,
ça, c'est un autre stéréotype qu'on entend très souvent. Quand vous avez, comme moi, un nom qui rime avec macaroni, dans mon cas, on vous dit « Ah, mais vous, les Italiens, il n'y a jamais eu aucun problème. Hein. Vous, on vous a toujours aimé, on vous a bien accueilli, etc. » Oui, enfin... on a peut-être des souvenirs différents selon les générations. Moi, c'était trop facile, hein, Morelli, macaroni, ça vous poursuit pendant des années. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a eu un accueil. D'abord, il n'y avait pas du tout d'accueil. Aujourd'hui, des enfants qui arrivent d'un pays étranger, on les met dans une classe spéciale où on va leur apprendre les principes de la langue française, on va essayer de les rattraper, etc. Comment ça se passait en 1946 ou 56? Tu as quel âge? Ah, tu as 11 ans. Ben, tu iras en 5e. Il n'y avait aucune politique d'accueil qui était prévue, ni pour les enfants, ni pour les adultes. Il y avait aussi un racisme qu'aujourd'hui on n'aime pas de rappeler, mais qui était bien réel, des discriminations. Systématiquement, les élèves, on les mettait, s'ils étaient italiens, on les mettait dans la section technique, dans la section professionnelle. Les filles, elles feront la coupe-couture ou elles feront l'étalagiste et la coiffure. Les garçons, ils feront la mécanique auto, etc. Et c'était tellement normal qu'il y avait peu de gens qui protestaient contre ça. Oui, l'école professionnelle, c'était l'école dans laquelle on mettait normalement les Italiens. Des discriminations aussi au logement. Alors, on a vu les logements qui étaient prévus. Il y a un certain nombre de gens qui ont voulu y rester parce que c'était très bon marché, mais il y a un certain nombre de gens qui voulaient avoir un autre logement. Et là commençait une recherche qui était une recherche extrêmement longue et extrêmement difficile. Parce qu'il y avait des stéréotypes. Moi, j'ai entendu des choses étonnantes, des gens qui croyaient que les Italiens, quand ils égouttaient leurs pâtes, les pâtes tombaient dans l'évier, alors ça allait boucher leurs éviers. Bon, c'est étonnant, mais aujourd'hui, plus personne ne le croirait, mais autrefois, souvenez-vous que peu de Belges connaissaient les spaghettis, les pâtes, etc. Alors, discrimination au logement, dans ma famille, personnellement, à Bruxelles, ma famille est restée plus d'1 an dans un hôtel meublé, ça s'appelait, avec 5 enfants, parce que mon grand-père voyait des affiches à louer, il se précipitait, on disait non, non, monsieur, c'est déjà loué. Et puis, 1 mois après, c'était toujours à louer. Donc, il devait y avoir une autre idée, certainement, sur la saleté des Italiens, sur leur nombre d'enfants, évidemment aussi. Donc, discrimination de ce type. Et puis, on a dit aussi, oui, mais eux, ils ont eu très facile à apprendre la langue, parce que le français, l'italien, c'est pratiquement la même chose. Bon, c'est pas pratiquement la même chose, hein. Là aussi, je vais me baser sur le mémoire d'une étudiante qui a travaillé sur les difficultés linguistiques des Italiens. Elle a interrogé des gens âgés, elle a fait ça il y a 7-8 ans. Il y avait des gens âgés qui étaient là depuis 40 ans, 50 ans, et qui parlaient toujours un mélange entre le dialecte de leur village et le wallon. Et cette jeune fille a fait son mémoire, je lui ai demandé « Pourquoi vous voulez faire ce mémoire ?» Elle me dit « Parce que mon nono vient de mourir et j'ai jamais compris ce qu'il me disait. » Et donc, c'est quelque chose qu'on ne présente que très rarement, c'est cette question de la langue qui n'était pas aussi simple et qui n'a pas été résolue par des solutions qui pouvaient exister, bien entendu. Alors, une intégration rapide et sans problème, c'est ce qu'on nous dit. Et moi, je suis toujours un peu inquiète quand on me dit ça,
parce que c'est un petit Roland du genre, oui, avec vous, tout a toujours été bien. Les seuls qui font vraiment problème, c'est ceux qui arrivent maintenant. Hein? C'est ça l'idée quand on nous dit, n'est-ce pas qu'avec vous, tout a toujours été bien, c'est que vous, hein, vous ne faisiez pas problème, mais les nouveaux arrivés, ceux-là, c'est vraiment... Hein, or, quand on voit dans les stéréotypes, c'est un petit livre où j'ai réuni les travaux de ces étudiants. Ah oui, ceci, c'est intéressant. C'est un petit jeune homme, il est né en 1953 et son permis de travail, c'est en 1967. Ben oui, c'était la norme à l'époque. On peut aller travailler dans la mine à partir de 14 ans, on peut aller travailler dans la sidérurgie à partir de 14 ans. C'est la loi. À ce moment-là, il n'y a pas d'obligation scolaire, ni à 16, ni à 18 ans. L'obligation scolaire est jusqu'à 14 ans. Et donc voilà ce petit jeune homme qui a son permis de travail. Je ne pense pas qu'on a essayé d'abord de lui faire des études de latin grec. Et ceci, est-ce que certains s'en souviennent? Alors on nous dit, oui, mais c'était gentil. Ben non, c'était pas gentil du tout. À la Moutouillelle, que la vie est belle, hein, je suis venu du fond de l'Italie et tout de suite j'ai compris que j'étais pas ici pour travailler, mais pour profiter des congés payés. Hein, et puis à la Moutouillelle, que la vie est belle, etc. Et plein de blagues à l'époque. Et moi, je dois dire que je l'ai aussi vécu un peu mal. Un jour, je suis à côté de mon père et mon père demande le chemin près de Charleroi. Il ouvre son finestrine, non, sa fenêtre, et la personne à qui il s'adresse lui dit « Tu cherches la mutuelle ?» Non, on cherche le boulevard Thiroux. Mais ça semblait quelque chose de tout à fait normal, et il paraît que c'est pas méchant, c'est pas insidieux. Il y en avait beaucoup. Des blagues, moi j'en ai entendu beaucoup à cette époque-là. Alors, un dernier stéréotype auquel... non, un avant-dernier. Un avant-dernier stéréotype, c'est que les Italiens ont connu une réussite sociale spectaculaire. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont très bien réussi, mais ceux qu'on nous sert tous les 10 ans en 1996, 2006, 2016, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes, et voilà. Hein? Vous avez la reine Paola, elle est venue ici par regroupement familial. Bon, d'accord. Et puis vous avez Salvatore Adamo, Maria Arena, Elio Di Rupo, Sandra Kim, Enzo Schiffo, El Pompilio. Bon, il y en a certains dans les politiques, heureusement qu'on n'avait pas mis là, parce que nous n'aurions pas été trop fiers. Mais ces 5-6 personnages, c'est eux qui représentent les centaines de milliers d'Italiens qui existent en Belgique et qui sont les héritiers de cette immigration. Mais non, bien sûr. Eux, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, 70, 80 ans après l'arrivée des mineurs, bien sûr que les choses se sont améliorées. Mais encore, aujourd'hui, il y a par exemple une surreprésentation des Italiens dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement technique, dans le chômage. Alors pourquoi? Pas parce qu'ils sont moins courageux que les autres, mais parce que quand on est petit-fils de mineur, fils de sidérurgiste, on a un handicap social qu'on peut surmonter, mais qu'on doit surmonter. Et c'est donc une question sociale, ce n'est pas du tout une question d'origine géographique, mais il y a une question sociale qui reste évidemment, après même 1, 2, 3 générations, il y a ce poids.
Et donc, les Italiens de Belgique, ce ne sont pas ces quelques personnages, ce sont des gens qu'on retrouve un peu partout. Et la dernière question que je voulais poser, c'est est-ce que l'arrivée des Italiens s'est terminée après Marcinelle? C'est quelque chose qu'on entend très souvent aussi. On dit voilà, ils sont arrivés en masse en 1946, et puis en 1956, il y a eu Marcinelle, et l'Italie a rompu l'accord de migration qui faisait venir 2000 jeunes gens par semaine. Hein, c'était énorme, ça fait 100 000 par an. Hein. C'est quand même encore un des plus gros mouvements que notre pays ait connu. Eh bien non, ça ne s'est pas arrêté avec Marcinelle. Et là, on manque encore d'études sérieuses sur mais d'où sont venus tous les Italiens qui sont venus après. Alors peut-être pas dans les régions de mines, mais si vous allez à Bruxelles, la plupart des Italiens qui sont là, ce sont des Italiens qui sont arrivés dans les années 70, 80, 90 et qui continuent à arriver. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'aime pas regarder, mais il y a aujourd'hui très régulièrement une immigration de jeunes Italiens, enfin jeunes et moins jeunes, disons de 20 à 40 ans. Alors on dit, c'est la fuite des cerveaux. Pas exagéré, ce n'est pas tous des gens qui ont des diplômes extraordinaires, mais pourquoi est-ce qu'ils se déplacent? Eh bien, ils se déplacent comme tous les gens de toutes les époques, et les fouilles préhistoriques nous montrent que les gens ont déjà beaucoup bougé à la préhistoire. Les gens bougent dans l'espoir d'un mieux-être. Et dans l'espoir d'un mieux-être, les gens qui étaient affamés et persécutés pour leurs opinions sociales ou politiques en 1946 sont venus ici. Mais aujourd'hui, il y a des tas de jeunes en Italie qui pensent que ce sera mieux la vie ici que celle qui leur est réservée. Et donc, ils ont peut-être un diplôme, mais il vaut mieux faire le pizzaiolo ici que d'être diplômé dans certaines régions d'Italie qui sont encore des déserts, je dirais. Et donc, cette persistance de l'immigration nous fait voir aussi un autre phénomène que personne ne veut voir, c'est qu'il y a des expulsions d'Italiens régulièrement. Ah, des expulsions d'Italiens. Alors là, c'est les expulsions 2012. C'était une famille italienne qui vivait à la Louvière, elle a été expulsée parce que ce couple avec 4 enfants ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants et était une charge excessive pour le système d'assistance sociale du royaume. Le père avait perdu son travail, sa femme travaillait dans un centre de soins, mais avait été employée via le CPAS par un contrat article 60. Ah, ça, il y en a peu d'entre nous qui savent que chaque année, on expulse des citoyens européens. Alors vous me direz, mais ils sont citoyens européens. Ah, mais les réglementations européennes prévoient la libre circulation des marchandises, de l'argent et des travailleurs. Mais si vous n'avez plus de travail, si vous n'en avez pas encore, que vous cherchez du travail, alors là, vous risquez de tomber dans cette catégorie d'être une charge excessive pour le système d'assistance sociale du royaume. Et voilà une courbe d'expulsion d'Italiens entre 2010 et 2015. Ce sont des données de l'Office des étrangers. Et donc, ça nous mène assez loin de cette image idyllique. Tout va bien, tout est rose, nous n'avons jamais eu de problème et nous n'en avons jamais. Eh bien, les choses sont un peu plus compliquées et peut-être que le poids social continue à peser sur certaines générations et peut-être que notre histoire aussi peut nous aider à comprendre des phénomènes plus généraux d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien qui m'énerve autant que de discuter avec des Italiens
qui disent « Oui, mais nous, on est venus pour travailler, pas comme ces gens qui arrivent maintenant. » Ben, tout le monde est venu dans l'espoir d'un mieux-être, dans l'espoir d'assurer à ses enfants une meilleure situation que celle qu'il a vécue. Et les gens de notre groupe l'ont connu, mais aujourd'hui, ce sont d'autres gens qui essaient d'améliorer leur situation dans l'espoir d'un mieux-être. Je vous remercie. Merci, Madame Morelli. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Voilà, j'ai beaucoup apprécié votre conférence. J'ai juste un peu mal au cœur. Je suis fille d'ouvrier mineur, houilleur de fond. Il a travaillé pendant 42 ans. Il a connu l'immigration italienne à ses débuts. Vous avez dit qu'à ce moment-là, les Belges recherchaient un petit peu plus de confort de travail, et ça c'est vrai, mais il y avait un grand mouvement social dans la part des Belges qui ne voulaient plus travailler. Je vous dis ça, c'est parce que ça va suivre. Et donc, forcément, l'État avait besoin de travailler dans les mines, cette mine qui enrichissait très fort le pays, et surtout les gérants de mines et l'État. Mais j'ai mal au cœur parce que il y a des clichés des deux côtés. Mais j'entends très souvent, et encore maintenant, et je le défends toujours ardemment. Nous avons entendu des Italiens, peut-être des Espagnols, mais moi, je suis en compagnonnage avec un Italien. Mes meilleurs amis et amis ont toujours été Italiens. Et j'entends dire, heureusement que les Italiens sont venus, parce que les Belges ne voulaient plus travailler. Et ça me peine. Alors, franchement, j'aimerais, quand on parle de ce cliché que je comprends vraiment, qu'un petit mot sur ce qu'on a entendu aussi. En tout cas, mon papa, je suis née qu'il avait 45 ans. Alors, voilà, je voulais juste dire ça parce que je suis touchée. Justement, c'est quelque chose qu'on doit systématiquement remettre en ordre, je dirais. C'est faux que les Belges ne voulaient plus descendre dans la mine. Ils ne voulaient plus descendre dans la mine aux conditions qu'on leur imposait. Et ça, il faut le dire à chaque fois. Non, on ne manquait pas de main-d'œuvre. Il y avait de la main-d'œuvre. Mais les Belges étaient bien organisés, étaient fortement syndicalisés et ils refusaient très normalement les conditions qu'on leur proposait. Et ça, il faut le dire systématiquement. Il n'y a pas une pénurie de main-d'œuvre absolue. Eh oui, mais oui, oui. Ah oui. Les Italiens étaient traités de jeunes parce qu'ils venaient casser justement ce mouvement des Belges qui refusaient de travailler à ces conditions-là. Vous avez raison. Pour ceux qui luttaient pour de meilleures conditions, ils voyaient d'un mauvais œil arriver des gens qui acceptaient les conditions qu'eux, ils refusaient. Et on peut comprendre ça. Je ne sais pas, un exemple actuel, bon, une femme de ménage à Bruxelles, elle touche au moins 12 € de l'heure. S'il y a une Biélorusse qui arrive et qui dit « moi, pour 4 €, je vous fais le même travail », elle ne va pas être contente parce qu'elle voit évidemment que son salaire va baisser, qu'on va préférer prendre celle qui est le moins chère. Et donc, vous avez raison, une des causes de l'animosité entre Belges et Italiens, c'est que les Belges voyaient d'un mauvais œil des gens qui acceptaient ces conditions. Mais la plupart du temps, les Italiens ne savaient même pas ça, naturellement, qui venaient comme jaunes, comme vous dites, comme briseurs de revendications. Et je vous donne tout de suite la parole, mais c'est une constante. Si vous avez une entreprise, vous voulez naturellement que les prix de production soient les plus faibles possibles pour que votre marge soit la meilleure. La production, un des piliers pour la réduire, les coûts de production, c'est d'employer les gens à moindre salaire. Alors, ou bien on fait faire
à l'étranger. Nous sommes grands consommateurs de tous des produits qui sont faits loin de chez nous et avec des travailleurs qui ont de moins bonnes conditions qu'ici. Mais pour la mine, on ne pouvait pas délocaliser. Et donc, pour la mine, on était obligé de faire venir des gens qui acceptent ces conditions. De même qu'aujourd'hui, on a le même problème avec les soins aux personnes. Nous ne pouvons pas, enfin, nous ne le faisons pas, en tout cas, on ne va pas envoyer notre grand-mère au Bangladesh, parce que là, elle aurait des soins pas chers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des aides-soignantes de différents pays où les gens se contentent de ce que, pour nous, sont des conditions insupportables. Monsieur voulait, monsieur. Oui. Bonjour. Pour revenir aux conditions de descente des Belges qui sont descendus aussi dans les mines, mon arrière-grand-père était mineur, belge, et s'il n'a plus voulu que son fils descende, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question qu'il ne voulait pas et qu'il eût sa santé. C'est ça. Donc, et ce n'est pas seulement les conditions de salaire, mais de sécurité, voilà. d'hygiène. Il n'y a pas une question d'argent, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que ici, les gens savaient qu'après un certain nombre d'années, on avait les poumons abîmés. Exactement. Et celui qui arrive, il ne sait pas et il accepte sans savoir que la silicose le guette. Et il y a eu toute une lutte à laquelle les Italiens ont été étroitement unis pour la reconnaissance de la silicose, mais en 1946, ce n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. En 1946, on vous dit « Ah tiens, ça fait 10 ans que vous travaillez dans la mine et vous avez la silicose. Oh, pas de chance, c'est un hasard. » Et ce n'est qu'au bout de mobilisation très forte que ça va être reconnu comme maladie professionnelle. Mais vous avez raison, c'était le plus important, peut-être, c'était les conditions de sécurité et d'hygiène que les mères voyaient quand elles essaient de persuader leurs gamins de ne pas devenir mineurs. Elles disent, mais tu te rends compte, l'oncle un tel, il a craché ses poumons, ton grand-père, il est mort dans un éboulement, celui-là et celui-là. Les gens qui vivaient ici savaient bien quelle était la dangerosité de ce métier. Merci. Vous avez tout à fait raison de le relever. Oui, monsieur. Bonjour, j'ai une question pour vous. Je voudrais savoir si on a étudié le flux inverse, c'est-à-dire après les... Je ne vous vois pas, je ne sais pas. Ici. Ah, voilà. Bonjour. Voilà. Oui. Là, je voulais savoir si on a étudié le flux inverse, c'est-à-dire après les 5 ans du contrat, est-ce que les Italiens retournaient? Alors, on considère généralement, je crois que j'ai les chiffres ici quelque part, mais on considère généralement qu'il y a aujourd'hui 230 000 personnes en Belgique qui ont la nationalité italienne, ce qui est quand même assez important, mais qu'il y en a davantage, évidemment, qui sont d'origine italienne sans avoir gardé la nationalité. Mais on considère qu'il y a eu un demi-million d'Italiens qui sont passés par la Belgique. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Certains sont retournés, d'autres ont continué vers le Canada, par exemple. Nous avons fait une étude sur les Italo-Canadiens et beaucoup de ces Italo-Canadiens avaient d'abord fait une escale de travail ici. Et dans un bureau social à Montréal, j'ai pu voir un journal encadré qui s'intitulait « La voce del borinage ». Et c'était quelqu'un qui avait d'abord vécu ici et puis qui a continué son action là-bas. Et certains autres sont retournés. Mais ce n'est pas un mouvement massif parce que si les conditions ne changent pas à l'endroit où vous devez retourner, ça ne sert à rien. Vous avez fait 5 ans. Tout le monde croyait, je vais faire 5 ans et je reviens avec de l'argent et j'achète un terrain, je construis ma maison, etc. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que la vie est plus chère, parce que les enfants commencent à aller à l'école. Et beaucoup de gens qui ont
toute leur vie penser, quand je serai pensionné, je retourne en Italie. Oui, il y en a qui retournent et puis il y en a qui sont tout le temps dans des trains, des bus ou des avions parce que leurs enfants sont ici, les petits-enfants sont malades, la grand-mère revient, etc. Donc, ça n'est pas quelque chose d'automatique de dire après 5 ans, hop, ils sont retournés. Oui, monsieur. Bonjour madame. Avez-vous une idée du salaire par rapport au salaire médian des mineurs à l'époque? Le salaire? Par rapport au salaire médian? Quel était le salaire? Donc le salaire des mineurs était un bon salaire. Les mineurs avaient un meilleur salaire que des maçons ou que d'autres ouvriers. C'était un bon salaire. Mais il y avait un mais, évidemment, c'était la dangerosité, etc. Il y a aussi que quand on leur faisait la proposition, voyez ce que ça donne en lire, etc., on donnait les meilleures conditions. Oui, si vous êtes depuis 12 ans mineur et que vous êtes devenu porion, vous allez avoir ça. Mais sinon, c'était de bons salaires ouvriers. Et ça faisait d'ailleurs un petit peu, je dirais, envie chez les autres ouvriers, parce que les mineurs étaient les premiers, par exemple, qui s'achetaient une radio, hein, une motocyclette, des choses comme ça, qui étaient des objets considérés de luxe, mais comme ils avaient un bon salaire, ils pouvaient se le permettre. Et bien sûr, les syndicats avaient insisté pour que le salaire des Italiens soit aligné sur celui des Belges. C'est pas qu'ils gagnaient moins, hein, mais ils acceptaient les conditions que les autres ne voulaient pas. C'est pas par hasard que dans les 300 morts de Marcinelle, il y ait la moitié d'Italiens. C'est qu'il y avait des Belges, notamment des Flamands, mais pas en masse. Alors, je n'y crois pas. Le Maurital, c'était en France. Et ici, on disait les macaronis. Hein, on nous appelait comme ça, on disait c'est des macaronis. Maurital. Un petit. Non, je crois que... Oui? Voilà, madame. Moi, j'ai apprécié ce que je viens d'entendre tout au long. Je suis moi-même fils de mineur. On ne vous entend pas. Vous m'entendez là? Oui. Oui, maintenant. Je suis moi-même fils de mineur. Mon père est décédé de la silicose. Et j'ai apprécié ce que vous avez dit. Ça m'a rappelé certaines choses, certains détails que je ne savais pas. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a très fort marqué. C'est l'aspect racisme. Évidemment, comme vous... on a vécu certaines choses. L'aspect racisme, oui. Je ne parle pas au micro. L'aspect racisme, on a tous vécu des situations comme ça, que ce soit de n'importe quelle nationalité. Mais ce qui m'a fort marqué, moi, dans toute cette histoire, c'est qu'en fin de compte, c'est la bêtise humaine qui joue énormément. Mes parents sont retournés en fin de vie chez eux. Et je me souviens tout le temps, mon père me disait, tu sais, j'ai immigré, je suis allé au charbonnage, je suis retourné dans mon pays et je suis un étranger. J'ai pas compris la fin. Je suis retourné dans mon pays et je suis un étranger. Et ça, c'est... Ah oui, oui. Et c'est un des aspects le plus destructeur, moi, je trouve. Oui, oui, au retour, évidemment, inéluctablement, ils sont appelés les Belges. Voilà. Je Évidemment. me souviens avoir été voir une vieille dame qui avait passé sa vie ici, mais qui était italienne. Et on disait, ah, la Belge, elle habite là. Bon, alors ils ont été italiens ici, les Belges là-bas. Enfin, oui. C'est un phénomène de société. Ce qui est le plus triste en mon sens, c'est ce racisme qui n'a pas de nationalité en fin de compte. C'est la bêtise humaine en plein, le profit, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça m'a rappelé vraiment ce souvenir-là. Ça m'a touché parce que mon père en était triste. C'est ceux qui sont arrivés avant-hier et qui se vengent sur ceux qui sont arrivés hier. Voilà, merci.
Alors, ce n'est pas faux ce que vous dites, l'intégration, puisqu'on parle de ça, se faisait différemment, puisque si vous arriviez à 13h, à 14h, on vous disait vous serez dans telle équipe et vous allez descendre, on vous expliquera, etc. Et donc il y avait tout de suite une intégration dans le milieu ouvrier, avec ses peurs, avec ses joies, avec ses fêtes, avec ses accidents, avec ses grèves, avec ses manifestations, etc., qui créait sans doute une certaine unité. Aujourd'hui, si chacun est chez lui avec des taux de chômage importants, ça ne favorise certainement pas la cohabitation. Moi, j'avais peut-être une question par rapport, qui m'est venue par rapport à ce que vous disiez de ces jeunes Italiens qui avaient fui pour des raisons politiques ou parce qu'ils étaient syndicalistes dans leur pays. Et à vous écouter, là, je me suis dit, tiens, mais quand on voit des reportages, quand des entreprises ferment ou quoi que ce soit, les délégués syndicaux sont italiens. Et enfin voilà, ça m'a percuté pendant votre intervention. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une tradition, je ne sais pas quel mot donner, une hérédité peut-être par rapport à ça, et ce paradoxe que de la mutuelle dont on a fait cas précédemment. Donc il y a ces gens qui sont là pour revendiquer au niveau syndical, et voilà, je me demandais s'il y avait une filiation. Eh bien, figurez-vous que l'article que mon étudiant, là, Machitelli, vient de finaliser, c'est justement d'essayer de comprendre s'il y a une hérédité. Que dites-vous ? Voilà, un gène de rébellion. Mais vous avez raison, c'est quelque chose qui vous frappe certainement aussi quand on voit le délégué ils ont des patronymes italiens. C'est quand même plus souvent un Italien, et puis on a des cas comme Dorazio, évidemment, oui, voilà. qui a été un leader syndical très important. Et je pense qu'il y a une certaine, je ne vais pas dire hérédité, mais tradition dans les familles qui fait que ce sont en partie les gens qui partaient comme protestation contre la misère et contre l'oppression politique, qui ont transmis à leurs enfants un certain nombre de réflexes, de ne pas se laisser faire. Alors, j'ai une jolie histoire, mais c'est Gérard de Célis. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose. C'était un journaliste de la RTBF, très à gauche. Et il venait d'une famille noble, de Célis, de machin, etc. Et en fait, ses parents se sont séparés, ont divorcé quand il avait 2 ans. Et ses sœurs sont allées avec la maman. Elles ont été au bal des débutantes et tous des trucs comme ça. Et lui, il avait 2 ans, et la maman, qui était très amoureuse d'un autre que son mari, a dit Maria, Giuseppe, est-ce que vous ne prendriez pas le petit ? Je vous paierai, mais vous prenez le petit. Et Maria et Giuseppe, qui étaient très affectionnés au petit, ont dit bah oui. Et Gérard de Célis m'a raconté 10 fois qu'en fait, et d'ailleurs il a dédicacé son premier livre à Giuseppe. Il a dit, mes vrais parents, ce sont ces Italiens. Il dit, moi j'ai été élevé sur une toile cirée par un mineur communiste italien. Et alors au début qu'il parlait à la radio, il téléphonait à son père. Alors, tu as trouvé que c'était bien ? Ah oui, mon gamin, mais là tu aurais dû dire que ça et ça, parce que nous autres les ouvriers. Hein. Et donc, c'est pas l'hérédité, c'est pas le gène, mais c'est l'ambiance familiale qui fait qu'on se pénètre dans un certain nombre de raisonnements. Et ça faisait si peur aux patrons belges qu'après quelques années, après 1946, ils se sont rendus compte qu'on leur envoyait des anarchistes, des syndicalistes, des communistes. Alors, ce n'était pas vraiment la main-d'œuvre dont ils rêvaient, et ils ont demandé
à pouvoir faire une filière spéciale pour aller chercher des gens qui ne réclament pas. Et j'ai tous les documents. Ils ont été au Vatican. Et au Vatican, on leur a donné des adresses dans le nord de l'Italie de prêtres qui, en chair de vérité, alors disaient, voilà, si vous n'avez pas de travail, si vous êtes des pères de famille tranquilles, etc., moi je peux vous mettre sur la liste. Et c'était le curé de la paroisse qui mettait sur la liste des gens tranquilles, pas revendicateurs, et qu'on envoyait alors en Belgique. Donc, c'est ça qui a nourri, je dirais, les deux branches de Don Camillo et Pepone. Voilà, ben je pense que on peut clôturer de façon officielle cette intervention. Merci beaucoup. Merci à vous.